Sur le ring, l'ODJ, TV Radio avec un expert spécialiste à l'énergie, Amine Bennouna. Merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté, de monter sur un ring pour un débat énergétique ou énergique. Oui, quoique j'ai la main gauche, je ne suis pas très bon pour la main gauche. D'accord, vous n'êtes pas aussi à l'aise avec la main droite que la main gauche? Non. Amine Bennouna, 3 rounds thématiques avec vous. Premier round qui sont d'actualité d'ailleurs, parce que l'énergie continue et continuera, me semble-t-il, à être d'actualité. Premier round donc sur cette nouvelle feuille de route du gaz. Et cette nouvelle feuille de route gazière, c'est pour aller où? Avec un point d'interrogation. Et est-ce qu'il y a du nouveau? Ça, on reviendra avec vous là-dessus. Deuxième round, la Celte Centrale Nour 3, c'est une information qui est tombée il y a quelques jours. Arrêt de l'exploitation, est-ce que du coup c'est un coup d'arrêt pour la production d'énergie renouvelable? Et enfin l'hydrogène, hydrogène vert, il y a tout un débat entre spécialistes et experts, considérant que pour déclarer que l'hydrogène est vert et donc propre, il y a des préalables et un processus, un circuit qui doit être suivi. Donc vous direz, nous, à la lumière de notre future offre industrielle en matière d'hydrogène et d'hydrogène vert, est-ce qu'effectivement on sera dans les zéro carbone, ou en tout cas une hydrogène à bas carbone? Première round avec vous, Amine Bennouna, sur la nouvelle feuille de route gazière qui a été présentée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour aller où? C'est l'impression que ça part un peu dans tous les sens dans ce qui est dans les traductions. On ne part pas où, c'est un chemin. En fait, quand on parle de transition énergétique, c'est transition, comme le dit le nom, c'est un chemin, c'est un moyen d'aller vers un objectif. Oui. Alors, le Maroc est en train de faire un choix qui ressemble, à certains égards, aux choix qui sont faits par les Allemands. C'est-à-dire que nous allons retirer progressivement le charbon en le remplaçant d'abord par le gaz naturel. Progressivement, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un target là-dessus? C'est intéressant parce que vous êtes un intellectuel, un spécialiste en énergie, et vous êtes totalement autonome, Amine Bennouna. Donc, c'est-à-dire on est aujourd'hui, le charbon, me semble-t-il, je parle sous votre couvert, c'est la première source de production d'énergie chez nous, on est bien d'accord? D'électricité. D'électricité. Oui. Donc on est sur du charbon qui est majoritairement utilisé aujourd'hui pour produire de l'électricité. Donc vous dites on est en train de transiter. À quel horizon ce basculement charbon, gaz naturel? Alors voilà, ça va être un mix électrique qui va contenir des dominantes charbon aujourd'hui, à des dominantes gaz naturel au milieu des années 40, et après, peut-être tout verdir, pour se laisser le temps, et laisser le temps aux technologies, à certaines technologies, justement, de maturer. On reviendra tout à l'heure. Mais ce qui a été signé, cette convention aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Fondamentalement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des conventions qui sont signées et qu'on parle d'infrastructures, oui, ou de la mise en place d'infrastructures, oui, gazières. Là, j'ai vu qu'il n'y avait aucun montant qui a été annoncé. Non. On parle de points relais, de contacts et de connexions, en fait, entre différents points d'entrée de gaz en provenance d'Espagne, du gaz liquéfié, naturel liquéfié. C'est ça, en fait? Non. Non, c'est quoi? Parce que... Alors, aujourd'hui, nous avons un gazoduc qui nous a amené du gaz naturel, qui a amené gaz naturel d'Algérie vers l'Espagne. Le GME. Et le GME, et nous en prélevions une partie comme un droit de péage quelque part, un droit de passage. Nous en prélevions une partie. Ceci s'est terminé, et depuis 2022, fin de 2022, le GME fonctionne en sens inverse, c'est-à-dire que nous faisons livrer du gaz naturel liquéfié en Espagne, lequel espagnol le gazéifie pour nous. Il le fait là-bas, il le fait dans le sud de l'Espagne, a priori, c'est ça? Dans le sud de l'Espagne. Et puis il le réinjecte dans le GME, qui cette fois-ci revient vers le Maroc. Autrement dit, mais le GME fonctionne en sens inverse. C'est ce qui se faisait, c'est ce qui fait jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Qu'est-ce qui va changer avec cette convention? Alors, lorsque on veut s'affranchir du passage du gaz naturel par l'Espagne, ça veut dire qu'il faut le recevoir dans un port marocain et le gazéifier au Maroc. Voilà, ce qui veut dire... Ça, c'est l'objectif à court terme, c'est l'objectif moyen terme? Non, c'est un moyen terme. C'est un moyen terme, on va dire 5 ans ou enfin... Liquéfier, ça demande aussi un savoir-faire industriel en la matière qui soit bien précis, parce que je me souviens moi Nous, on ne va pas le liquéfier, nous, on va le gazéifier, c'est plus facile. Gazéifier, c'est quoi la différence entre liquéfier et gazéifier? Liquéfier, c'est-à-dire qu'il est gaz et il est gazeux et on va le rendre liquide. Et le gazéifier, c'est beaucoup plus facile parce qu'il suffit
J'exagère un petit peu, mais il suffit d'ouvrir les vannes pour que le gaz s'échappe. Je me souviens d'un ancien ministre, d'ailleurs, qui avait, je crois que c'était Abdel Amara, d'ailleurs, qui avait chiffré cette infrastructure nécessaire au niveau gazier pour que notre pays se dote d'une infrastructure qui soit, aux normes, en tout cas, exigences internationales. On était autour de 51 milliards de dirhams. Là, il n'y a aucun chiffre qui a été annoncé. Oui, on nous dit que la construction d'un gazoduc du côté de Nador qui serait interconnecté avec le GME. Voilà. C'est beaucoup plus simple, parce que ce qu'on est en train de faire, ça n'a rien à voir avec le méga projet du ministre Amara. Là maintenant, il s'agit simplement de substituer la livraison de gaz naturel qui passe actuellement par l'Espagne à la recevoir dans le port de Nador, dans le court terme. Après, il parle d'autres points, etc. Oui, etc. Mais dans un premier temps, c'est le port de Nador qui sera doté d'un. Il faut savoir raison garder. Le port de Nador est à une distance acceptable du GME. Il n'est pas très loin, il est à une centaine de kilomètres plus ou moins. Il est vrai que le port de Tanger est plus proche, mais le port de Tanger est déjà très occupé par les ferries et les... Il y a ça et certaines personnes aussi, observateurs, vous êtes expert dans la matière, disent aussi qu'il y a un souci au niveau du transport. Oui. C'est-à-dire que la solution de Nador, elle est excellente, elle répond à toutes les exigences, surtout, c'est la plus proche géographiquement, et il n'y a pas beaucoup de transport à assurer. Voilà. Alors que Tangemet, c'est un peu plus loin. Et qu'il n'y a pas l'équipement nécessaire aussi, oui, qu'il y a un trafic plus important. Puis la zone est complètement encombrée de différentes, cette fois-ci, superstructures qui sont au-dessus et qui empêchent un gazoduc de passer. C'est pas simple. Alors qu'à Nador, c'est plus simple. Voilà. Donc, concrètement, il faut faire simple. Au lieu que ce gaz naturel liquéfié arrive en Espagne, il va arriver au port de Nador où il va être gazéifié et injecté dans un gazoduc qui va être construit entre Nador et le GME, et il permettra de co-alimenter. Est-ce qu'on va faire des économies en la matière? Parce que là, pour l'instant, on achète du GNL, du gaz naturel liquéfié oui. En Espagne. Vous dites là demain, donc lorsqu'il y aura la possibilité effectivement de capter du gaz au niveau de Nador, c'est du gaz qui va être gazéifié. À Nador, on est bien d'accord. On va être réparti sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on va faire des économies d'échelle? Ça va coûter. Est-ce qu'on va se retrouver avec un mètre cube de gaz qui va être moins cher lorsqu'il va nous être facturé par nos voisins ibériques? Alors, il est vrai que, en fait, pour pouvoir justifier de l'amortissement d'une installation de gazéification, il faut dépasser certains volumes. Il est fort probable qu'avec, je n'ai pas fait d'estimation personnellement, mais il est fort probable qu'avec le milliard de mètres cubes qui représente nos besoins d'aujourd'hui, il est fort probable que ceci ne soit pas suffisant pour être... Il y aura un problème de viabilité économique. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait de la distribution, cette fois-ci on parle d'infrastructure, en voilà une autre, de distribution de gaz naturel à des industries qui seraient proches du GME. À ce moment-là, faire des branchements vers des industries qui seraient susceptibles de remplacer le charbon ou le fioul qu'elles consomment actuellement par du gaz naturel. Sauf que certains Benoula considèrent qu'il n'y a pas plus compétitif aujourd'hui que le charbon et que le fioul. Et que donc il y a un problème de coût qui va se poser. C'est-à-dire que même si on gazéifie demain ce fameux gaz du côté de Nador, c'est que ces industries-là, pour qu'elles puissent rester, selon elles en tout cas, compétitives, parce qu'elles ne sont pas non plus très ouvertes sur le monde extérieur. Donc le charbon et le fioul, c'est l'énergie la moins coûteuse. Alors c'est un système complexe. Je pense que nos responsables ne nous ont pas gratifié de la totalité de l'information. Mais il est fort probable, parce que vous savez, quand vous avez un tuyau, vous pouvez y rentrer du gaz du côté droit, du côté gauche, et en sortir dans 2 ou 3 endroits différents, ce n'est pas le problème. Alors imaginez que ce GME va aussi recevoir du gaz, mais cette fois-ci pas liquéfié, des installations offshore, donc des puits de gaz naturel offshore, de l'Ixus. Et qu'il va probablement en recevoir aussi à travers un gazoduc à construire, je ne sais pas s'il est construit ou commencé de construire ou pas encore, qui viendrait de Tendarara. Alors avec tout ça, on aurait plus que le milliard de mètres cubes d'aujourd'hui et on pourrait distribuer. Alors dans ce truc-là, on va avoir 2 apports qui pourraient être très bon marché, c'est-à-dire le gaz naturel marocain,
Que ce soit celui de... Non, pas gazéifié. Il est gazeux. Il est gazeux, on le sort de sous terre gazeux, on le met dans le tuyau directement, on ne passe pas par la phase liquide. Et donc son transport coûte beaucoup moins cher. Et il n'y a pas de phase de liquéfaction qui est coûteuse, et phase de gazéification qui, elle aussi, coûteuse un peu, mais toujours. Ça rajoute des coûts à des coûts. Donc voilà, en gros, je crois qu'on admet que le gaz naturel, quand il est livré par gazoduc, quand le gazoduc ne coûte pas trop cher, etc., arrive à coûter environ entre moitié et un tiers du gaz naturel qu'on doit liquéfier et regazéifier. Donc Alors, dans ces conditions-là, maintenant, on ne sait pas quel est le mélange qui a été prévu, parce que si c'est simplement remplacer le milliard de mètres cubes qui arrive aujourd'hui pour le faire passer par Nador, à mon avis, et non plus par l'Espagne, à mon avis, les comptes ne doivent pas... Ça ne va pas bouger. Ça ne doit pas être rentable. Par contre, en voyant un peu plus large, en essayant de... Il faut imaginer qu'il y a quand même 2 milliards. Pardon, il y a quand même 2 millions, c'est ça, 2 millions de tonnes d'équivalent de pétrole qui aujourd'hui sont consommés, c'est-à-dire à peu près 10%, 6-7% de la consommation énergétique de tout le Maroc, qui sont consommés par les industriels qui utilisent du charbon et du fioul. Pas pour produire de l'électricité, mais pour leur bien industriel. Donc, si on leur offrait du gaz, d'abord, ça va permettre de baisser leur empreinte carbone, et ensuite, aussi, ça va permettre aussi de leur offrir un combustible moins cher. Sauf qu'il va falloir que ces entreprises-là, ces unités industrielles-là, du coup, n'investissent pas dans des panneaux solaires photovoltaïques sur leur toiture pour basculer en énergie renouvelable et pour avoir un bilan carbone qui soit positif et pouvoir exporter de la tomate, des agrumes ou d'autres produits et fabriqués au Maroc, mais donc du coup de s'équiper en gaz. Donc la conversation, le sujet qui se passe aujourd'hui, voilà, c'est est-ce qu'on peut... c'est pas on peut, c'est on doit mener toutes ces choses-là de front. Et en parallèle. Est-ce que la priorité doit être à l'équipement gaz et gazier pour la transition ou sur les énergies renouvelables? Le gazier, la transition, c'est une transition vers le décarboné à 100%. C'est ça, c'est la transition. Le chemin que nous avons pris consiste à d'abord baisser ce qu'on appelle les intensités d'émission de notre électricité. Notre électricité aujourd'hui, chaque kilowattheure produit au Maroc émet, alors en 2023 les choses se sont améliorées par rapport à 2022, émet quelque chose comme 670 grammes de CO2 par kilowattheure. Il y en a qui vont jusqu'à dire 700, 720, 740, 750 grammes de CO2. Ah oui, mais c'était l'année précédente. En 2022, c'était 750. Oui. On a baissé parce qu'on a produit au gaz naturel. En 2022, on n'avait pas de gaz naturel. On a fait tourner le charbon. On est descendu en dessous de 700 grammes. Ah oui, on est descendu à la production en dessous de 700. Juste dernière petite question là-dessus, parce que c'est aussi la question de l'actualité, Amin Benouna. Il y a des personnes qui ont fait un lien là-dessus avec cette nouvelle infrastructure gazière qui va être mise en place du côté de Nador, donc au nord du pays, et cette décision qui sera connue officiellement sur la question du financement concernant le gazoduc Maroc-Nigeria en fin d'année, fin 2024. Est-ce que du coup, qu'est-ce que ça vous inspire ça? C'est-à-dire nous on lance une nouvelle feuille gazière, puis en même temps on y verra beaucoup plus clair, en tout cas il y aura plus de clarté sur le financement du gazoduc Maroc-Algérie. On va développer des infrastructures terrestres gazières au Maroc. Alors, si le projet de gazoduc Maroc-Nigeria tarde beaucoup, eh ben, on aura au moins celle-là qui sera là pour nous donner du gaz en attendant que le projet Nigeria-Maroc se fasse. Le projet Nigeria-Maroc, je dis quand même que ce n'est pas pour demain, c'est pour une quinzaine d'années, au moins. Donc, on n'y est pas. Donc, c'est des infrastructures de transition également. C'est encore une solution de transition. C'est-à-dire, première transition, ça a été remplacer le gaz algérien par le gaz naturel liquéfié provenant d'Espagne, d'accord, livré pour nous en Espagne et passant par le gazoduc. Deuxième phase, on reçoit le gaz naturel liquéfié à Nador et nous le gazéifions pour qu'il rentre dans ce GME et qu'il réalimente les mêmes centrales. Troisième phase, et nous alimentons ce même GME avec les quelques centaines de millions de mètres cubes qu'on va avoir de gaz naturel local.
Et tout ça, c'est en attendant que le gazoduc Nigeria-Maroc. Ce projet pharaonique qui va coûter d'ailleurs, parce qu'il a été chiffré, si on doit y voir plus clair sur l'autorisation, la décision sur le financement, mais il est chiffré à 25 milliards de dollars. Voilà, on parle en dollars, 25 milliards de dollars. Amine Benouna sur le deuxième round, toujours sur le domaine et le secteur de l'énergie, ce qui a aussi fait l'actualité en début de semaine, avec peut-être aussi des messages et des contre-messages. C'est comme des feux et des pare-feux un peu partout. C'est cette centrale Nour 3 qui refait parler d'elle une deuxième fois, voire une troisième fois ces quelques dernières années. Arrêt de l'exploitation, c'est la décision qui a été prise sur Nour 3 jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à novembre 2024 d'ailleurs. Est-ce que c'est un coup d'arrêt à la production d'énergie renouvelable et solaire essentiellement? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vous fait sourire? Oui, parce que bon, les centrales photovoltaïques, par exemple, fonctionnent, Dieu merci, sans problème, et il n'y a pas d'incident à signaler nulle part, d'ailleurs, ni chez nous, ni ailleurs dans le monde. Mais bon, sur le solaire, il n'y a pas... Alors, il faut savoir que le complexe de Ouarzazate comporte en réalité 4 centrales. Il y a 2 centrales, Nour 1 et Nour 2, qui sont qu'on appelle des centrales cylindro-paraboliques, c'est-à-dire qu'on envoie la lumière solaire sur des miroirs paraboliques, enfin en forme, et qu'on concentre ces rayons solaires sur un tube, et ce tube contient de l'huile, laquelle huile va chauffer de la vapeur, et va chauffer de l'eau pour produire de la vapeur, et après, avec la vapeur, on produit que ça devient comme n'importe quelle technique de charbon ou autre. Bien, alors ça c'est pour les cylindro-paraboliques. L'autre technologie, c'est Nour 3, c'est une centrale à tour. Centrale à tour, les miroirs sont par terre, ils sont tout autour d'une tour, et les rayons solaires viennent se concentrer sur ce qu'on appelle le foyer, en fait, sur le haut de la tour. Et voilà, et de nouveau, ça refait la même chose, c'est-à-dire qu'on chauffe de l'huile, laquelle huile va chauffer de l'eau, et l'eau va produire de la vapeur, et la vapeur... Avec de la technologie qui est concentrée sur le site. Exact. Alors maintenant, le problème, c'est que d'abord, il y a une première chose, oui. il faut dire que beaucoup ont dit « Ah, c'est la centrale à tour qui est en question ». C'est faux. Ce n'est pas la centrale à tour. Le problème qui est arrivé à Nour 3 s'est produit dans le réservoir de stockage de sel fondu. Oui. Alors parce que ces centrales, elles fonctionnent comment? On peut les faire fonctionner au fil du soleil, comme du photovoltaïque, ou comme ce qu'on veut, ça ne pose pas de problème. Mais le Maroc a choisi de stocker de la chaleur sur les 3. Alors Nour 1, Nour 2, Nour 3. En fait, la chaleur... Donc la défaillance, c'est produit au niveau du stockage. C'est ça, au niveau du stockage. Et d'ailleurs, les 3 centrales, 1, 2 et 3, sont pourvues toutes les 3 de réservoirs de stockage de sel fondu. Et là, c'est en fait la centrale la plus récente, c'est-à-dire celle qui a été mise en service en 2018, oui. dont le réservoir de stockage a présenté des fuites. Alors il faut imaginer que c'est un réservoir qui contient des sels fondus qui sont à très haute température. Ensuite, ce sont des sels qu'on ne manipule pas comme ça, avec facilité, il faut prendre d'énormes précautions, etc. Imaginez un immeuble de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, de plusieurs étages de haut, et qui est plein de sel et qu'il va falloir vider complètement pour pouvoir réparer. Alors réparer ou remplacer, je me suis laissé dire que ce réservoir est encore sous garantie, et que ce qu'on appelle la réception définitive ça ne serait pas à la charge Donc c'est encore à la charge de l'entreprise chinoise qui l'a fourni. L'entreprise chinoise qui l'a fourni, sauf que certains experts spécialistes, observateurs avertis comme vous, se disent en fait il y a un problème de stockage, c'est pas la première fois que Nour, centrale solaire, connaît des difficultés et des problèmes, et que le défi principal du Maroc au sens très large du terme, que ce soit du solaire, que ce soit de l'éolien, c'est justement ce stockage. Est-ce que ça veut dire qu'en valeur aujourd'hui, à la lumière de ce qui s'est produit au niveau de la centrale solaire Nour 3, ça montre qu'effectivement, le stockage chez nous, c'est toujours pas réglé. Alors, et que ça va bien au-delà de cette fuite de réservoir. Alors il faut savoir une chose, c'est que ces centrales qu'on appelle centrales solaires à concentration ou bien centrales solaires thermodynamiques parce qu'elles produisent la chaleur à haute température avant d'être converties en électricité, ces centrales-là sont archi-minoritaires par rapport aux centrales photovoltaïques qu'il y a dans le monde. Elles représentent probablement ou peut-être moins de, je n'ai pas les chiffres en tête, mais certainement moins de 2% des quantités installées dans le monde. Alors, le Maroc a choisi cette voie
Moi, j'aimerais bien D'ailleurs, savoir. on sait toujours pas pourquoi, d'ailleurs. Moi, Vous savez pourquoi, vous j'aimerais bien savoir quel est ce consultant qui a conseillé au Maroc cette voie, parce que je voudrais bien lui tordre le cou, parce que finalement, on a pensé à ça en 2009, parce que ce qui se passait, c'est qu'en fait, en 2009, il est vrai que le solaire thermodynamique coûtait moins cher que son concurrent photovoltaïque. Mais le photovoltaïque perdait entre 9 et 10%. Les prix perdaient entre 9 et 10% par an. C'est énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le solaire photovoltaïque est beaucoup moins cher que le solaire thermodynamique. Vous avez vu ce rapport du Conseil économique et social et environnemental? Oui. Ça datait de 2020, une perte sèche estimée entre 16 et 17 milliards de dirhams pour Mazen. C'était les experts, je ne sais pas si il y avait la contribution de Amin Bennouna là-dessus. Et en pointant du doigt exactement ce que venait de dire Amin Bennouna, c'est que le choix qui avait été fait était coûteux, mais pas du tout justifié, et qui en fait avait créé de la surchauffe sur le prix. Enfin, et sur la charge financière. Je ne suis pas là pour défendre ni Mazen ni M. Bakoli, mais le choix était antérieur à l'existence même de Mazen. Donc, qu'on soit très clair là-dessus, c'est quelque chose qui est avant, qui a été imposé à Mazen, à sa création, et maintenant Mazen doit le gérer avec l'exploitant qui est Aqua Power. Amin Bennouna, donc la décision qui a été prise en tout cas en début de semaine, c'est l'arrêt total d'exploitation de la centrale solaire Nour 3, donc suite à cette panne solaire qui officiellement vient le communiquer suite à une fuite de réservoir de sel fondu. Donc on a très bien compris et saisi que c'était une défaillance technico-technique. Non, c'est une fuite d'un réservoir. C'est un réservoir qui doit être percé, c'est de la chaudronnerie, c'est de la tôle. Mais comme ça fait 2 fois en 2-3 ans, donc on peut dire que l'enjeu de stockage de cette énergie n'est pas réglé, on ne le maîtrise pas encore totalement et qu'on est encore plongé dans l'inconnu. En tout cas, on n'a pas forcément on est dans les ténèbres. Il n'y a pas forcément de lumière là-dessus. Perte de revenus estimée, il y a des chiffres qui ont circulé à hauteur de 5 milliards de dirhams. Est-ce que Amin Bennouna confirme ou pas? Complètement farfelu. Complètement farfelu. Il faut bien se dire que, alors on va faire un calcul rapide devant tout le monde, je ne vais pas affirmer un chiffre comme ça parce que pour contredire il faut amener des éléments factuels. Probant, hein. Voilà. Alors la centrale, le complexe de Ouarzazate représente à peu près 4% de l'électricité produite au Maroc, environ. 4%, un peu plus, un peu moins, on n'est pas là. La Nour 3 représente un quart de ça, c'est-à-dire environ 1% de l'électricité produite au Maroc, c'est-à-dire environ 400 à 400 gigawattheures par an. Ces 400 gigawattheures par an... 400 gigawattheures par an, c'est quoi? C'est 150 000 foyers à éclairer à peu près juste pour avoir des... 40 000. 40 000. Donc 400 000. Oui. Il faut compter 1000 par habitant, oui, c'est 400 000. D'accord. Oui, c'est ça. Alors, maintenant l'opérateur, lui, supposons qu'il ait toute cette année perdue sèche, donc toute l'année se dirige vers ça, c'est possible. Alors, il va perdre 1,5 dirham à peu près, fois les 400 gigawattheures, ce qui va représenter 600 millions de dirhams. Lui, il va perdre 600 millions de dirhams. Voilà ce que l'exploitant va perdre. L'exploitant, c'est à l'occurrence, c'est Aqua Power. Voilà. Et donc, du coup, on divise par 4, puisque je crois que Mazen est actionnaire à hauteur de 25% d'Aqua Power, donc on divise la part par 4. Voilà, mais les chiffres même, laissons les chiffres comme ça, on va faire le package, on va cumuler les trucs. Et d'un autre côté, il faut bien savoir que chaque kilowattheure qui aujourd'hui sort du complexe de Ouarzazate, à part Nour 4, bref, globalement, l'ensemble du complexe de Ouarzazate coûte à Mazen 850 millions de dirhams par an. L'ensemble du complexe. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils achètent une électricité qui mixée coûte environ 1,60 dirham, qu'ils revendent à l'ONU à 85 centimes. Ça fait une perte sèche de 65 centimes par kilowattheure, qui est en fait une subvention à ce projet. Alors, si Nour 3 ne marche pas, Mazen ne va pas acheter de l'électricité à 1,50 dirham. Et sa trésorerie va être soulagée. Et quel impact pour l'ONU?
Pour l'ONE. Et quel impact pour le consommateur final non, si on va jusqu'au bout de la chaîne? Non, rien du tout. Rien du tout. Aucun impact? Non. Alors, parce qu'on parle ici de 1%. Ouais. On parle ici de 1%. Donc, remplacer 1% de l'électricité produite au Maroc qui nous manque, ça va être très facile de la substituer. Le plus facile, c'est d'importer. D'accord? Mais chose qu'on ne fera pas. Mais l'ONE a déjà. Il faut bien savoir que en 2022, lorsque nos voisins de l'Est nous ont privés du gaz naturel qui venait de chez eux, on s'est trouvé avec 10% de l'énergie annuelle en moins. Et on a réussi à y faire face. Et là, il n'est pas question de 10%, mais seulement de 1%. Donc il faut ramener les choses à leur juste valeur. Mais sur la production, en tout cas sur la contribution Bien sûr, du parc. Il y a un problème d'image. Oui. Cette belle installation qui a été inaugurée par Sa Majesté, dont nous parlons beaucoup, etc. Bon, on a un petit peu honte qu'une partie de cette installation soit arrêtée. Mais, Dieu merci, cette année, Aquapower et Mazen ont été transparents et quelques jours après l'arrêt, ils ont sorti un communiqué, contrairement à 2022 où il y a eu des dysfonctionnements et où personne n'a rien dit. Si, à part Amin Bennouna, et en 2021 ou 2022, c'était la même chose, c'était un arrêt d'exploitation qui a duré 1 an. Non. Précédemment. Non. Hein? Non, 2022, ouais. 2022. C'était l'été 2022. Non. Ça a commencé un petit peu en décembre 2021, un petit peu. Ouais. Et puis il y a eu les 3 premiers mois où il y a eu des déficits de production du complexe de Ouarzazate. Mais ça n'a duré que 3 mois. Alors. On passe au troisième round, autre sujet qui a fait l'actualité, qui continue à faire l'actualité aujourd'hui, c'est cette annonce d'offre nationale en matière d'industrie, parce qu'on parle d'industrie, d'hydrogène et d'hydrogène vert, c'est ce qui a été précisé chez nous. Et la grande question qui se pose aujourd'hui, est-ce que c'est un vecteur d'énergie qui est propre et totalement décarboné parce que certaines voix s'élèvent et commencent à dire attention, parce qu'il y a peut-être l'intention chez nous, dans l'esprit de certains, de miser sur le gaz aussi, d'utiliser cette source d'énergie, donc cette énergie gazière, pour fabriquer demain de l'hydrogène vert. Et donc du coup, on n'aurait pas forcément un hydrogène totalement vert. D'abord, le gaz est encore pour nous trop précieux, trop rare, nous n'en avons pas assez. Le gaz naturel, j'entends, qui n'est pas le gaz butane, je le rappelle parce qu'il y en a encore beaucoup qui confondent la production. Le gaz naturel est trop précieux pour nous pour que nous en fassions de ce qu'on appelle du reformage, du méthane pour produire de l'hydrogène. Donc, on ne fera pas ça. Et l'hydrogène vert n'est pas basé sur la production d'hydrogène à partir de gaz naturel. Il faut le prendre. Est-ce que vous écartez, Amin Bennouna, toute intention éventuelle ou toute hypothèse hypothétique d'utiliser du gaz demain pour produire de l'énergie, de l'hydrogène vert à partir du gaz? Alors, il faudrait d'abord qu'on invente la technologie pour le faire, parce que nous ne l'avons pas, elle n'existe pas. Parce que les gens qui ont du gaz, ceux qui produisent de l'hydrogène à partir de gaz naturel, ce sont des gros producteurs de gaz naturel. D'accord? Et ils ont en général de l'énergie à tire-larigot et ils n'ont pas besoin d'aller chercher des technologies vertes pour le faire. Ils utilisent du combustible pour faire le reformage. C'est-à-dire qu'ils utilisent du gaz naturel pour casser le gaz naturel et pour en extraire l'hydrogène. Le substrat gazier. Voilà. Donc, à mon avis... Donc ça, vous écartez ça? Je l'écarte, on ne va pas faire... Déjà que quand il s'agit de transfert de technologie, on y met du temps. Alors si on devait attendre de développer nous-mêmes nos propres technologies, on n'y est pas. Est-ce que de dire aujourd'hui, par exemple, on va produire effectivement de l'hydrogène vert, ou certains acteurs en tout cas, parce que je crois qu'on est en quête, il y a une convention d'investissement qui est ouverte aujourd'hui pour les potentiels investisseurs dans ce secteur ou ce segment, mais est-ce qu'on a l'infrastructure? Qu'est-ce qu'il y a d'existant chez nous, Amin Bennouna, aujourd'hui, pour lancer une feuille de route industrielle concernant l'hydrogène vert? Parce qu'on a l'impression qu'en fait, en dehors d'une convention d'investissement, on n'a pas grand-chose, on n'a pas d'unité industrielle pour fabriquer des électrolyseurs. C'est l'occasion qui fait le larron, et quand il y a un marché, il y a une offre. Alors là, déjà, on a, comme nous l'avons déjà écrit par ailleurs, nous en avions déjà parlé, l'OCP est aujourd'hui demandeur de 150 000 tonnes
l'hydrogène vert en 2020, 30 ou 31. Donc il y a déjà une demande, qui va permettre de démarrer et de créer un embryon de marché. Ensuite, il y a d'autres, off-takers qui vont être intéressés à se greffer sur cet embryon de marché pour eux aussi demander de l'hydrogène vert en marge de ce qui va être fait pour l'OCP. Et voilà, et donc dans un premier temps, nous allons produire de l'hydrogène vert destiné non pas à l'énergie, mais destiné à des usages industriels, essentiellement des usages destinés à faire ce qu'on appelle de la réduction, c'est-à-dire d'enlever de l'oxygène de certains produits chimiques. Et voilà, donc ça c'est dans un premier temps. Alors l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie, à moins qu'on puisse le trouver dans le sous-sol. Il y a quelques pays qui en ont un petit peu. Bon, mais ça, à part ça, ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur, c'est un moyen d'avoir un moyen de déplacer de l'énergie d'un point à un autre. Et donc, le temps que ces technologies deviennent moins chères et que l'hydrogène vert devienne moins cher, auquel cas nous allons pouvoir rouler à l'hydrogène et maîtriser les intermittences du soleil et du vent. Ça demandera dans un horizon beaucoup plus lointain que cet horizon gazier que vous évoquiez. L'horizon gazier, c'est la transition. C'est le plus immédiat, on est bien d'accord. Oui, mais l'hydrogène, il est bien d'accord. Ouais. On peut pas. Pourquoi on peut pas? C'est très simple. C'est pas une question de technologie. Aujourd'hui, c'est une question de coût. Aujourd'hui, l'hydrogène produit, on sait que dans les endroits où il y a du soleil, tout ça, on peut bénéficié de conditions correctes, etc. On peut descendre entre 2,5 et 3 dollars le kilowattheure. Alors, entre 2,5 et 3 dollars le kilowattheure, les spécialistes disent qu'il faut descendre à 1 dollar. Donc, il va falloir que le coût de production descende, soit réduit à un tiers de sa valeur d'aujourd'hui, pour qu'on puisse l'utiliser dans l'énergie. Sinon, tant qu'on n'est pas à 1 dollar, on n'y sera pas. Alors, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir des pays pionniers, comme l'Allemagne, qui vont acheter de l'hydrogène vert cher. Parce qu'ils sont dans une phase de transition et ils veulent remplacer l'alimentation de leur turbine, de leur centrale au gaz à cycle combiné, remplacer l'alimentation qui est aujourd'hui au gaz naturel, la remplacer par de l'hydrogène. Et ça va créer une boule de neige de demande. En utilisant de l'hydrogène vert, mais avec du nucléaire ou sans nucléaire? Parce qu'en Allemagne, il y a tout un débat, vous parlez de ce débat-là aujourd'hui, ils sont, après avoir tourné la page du nucléaire. Pour l'instant, comme il y a une rivalité franco-allemande sur les choix énergétiques de l'Europe, pour l'instant, les Allemands excluent l'usage de ce qu'on appelle l'hydrogène bleu, c'est-à-dire l'hydrogène produit à partir du nucléaire. Pour l'instant, ils l'excluent. Les Français, eux, de leur côté, ils n'excluent pas d'en produire, dans l'idée de le vendre demain aux Allemands. Autre chose pour nous, en tout cas, ce bon de commande, vous disiez, 150 000 tonnes de besoins exprimés par l'OCP, l'Office chérifien des phosphates à l'horizon 2000, pas 30 mais 31, vous êtes très précis là-dessus. Mais ça nécessite aussi, pour produire de l'hydrogène, ça consomme énormément d'énergie. C'est un peu comme les stations de dessalement d'eau de mer. Donc, se dire, voilà. Mais si c'est de l'hydrogène vert, c'est que c'est produit avec de l'électricité verte, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre les panneaux solaires et les éoliennes qu'il faut pour ça. Et c'est prévu, parce que c'est prévu, mais en même temps, je me dis 2030, 2031, 2030, c'est la Coupe du Monde qu'on va co-organiser. 2031, il va falloir satisfaire les besoins de l'OCP. Donc je me dis, est-ce que ça nous laisse un laps de temps, un délai de carence, comme on dit, de 5-6 ans. Donc 5-6 ans pour pouvoir produire suffisamment d'électricité propre pour produire de l'hydrogène. Ça va être très compliqué, me semble-t-il. Non. Les centrales solaires et éoliennes qui vont produire ces 150 000 tonnes destinées à l'OCP font partie d'un package de 5 gigawatts prévu par l'OCP pour, entre autres, ce projet. Parce qu'ils n'ont pas que l'hydrogène vert, ils ont aussi, ils veulent ne plus utiliser d'eau conventionnelle, donc ils vont dessaler de l'eau de mer pour leurs propres usages industriels. Et tout ça, ça donne un besoin en puissance installée qui va se chiffrer à 5 gigawatts, et pareil à l'horizon
2031. 2031. Dernière question, Amin Benouna, parce qu'on a commencé à parler de cette nouvelle feuille de route gazière. Donc, vous avez très bien expliqué avec de belles démos aussi, le fait que le gaz, en fait, qui viendra toujours d'Espagne, qu'on importera. Donc, on renforce notre indépendance aussi énergétique, en tout cas gazière, à l'égard de l'Espagne. Donc, ce gaz sera transporté, stocké dans un premier temps à Nador, puisqu'il y a une infrastructure là qui sera mise en place dans un premier temps. On a parlé de la centrale Nour 3 qui est à l'arrêt pour la deuxième fois en 2 ans, et de l'hydrogène. Le consommateur marocain, le citoyen marocain, le ménage marocain, quand il voit tous ces projets-là qui ont nécessité des investissements capitalistiques importants, que ce soit pour le gaz, pour les énergies renouvelables, les centrales Nour 1, Nour 2, Nour 3, lui, il n'a pas vu son kilowatt bouger. On nous dit toujours heureusement que l'ONE met toujours un peu de subvention et pour maintenir un kilowatt à des prix abordables. Il n'a pas vu son prix du kilowattheure bouger. Il n'a pas bougé. Est-ce qu'avec tout ça, à l'horizon 2031, pour ne pas dire 2030, est-ce que le kilowattheure, c'est-à-dire clairement, est-ce que le Marocain pourra avoir lui de visu, et clairement, il aura un retour sur investissement sur tout ce qui a été investi, à la fois sur les Nours, à la fois sur les infrastructures gazières? Alors, les Nours, aujourd'hui, j'aimerais quand même dire quelque chose d'important. Le Mazen, aujourd'hui, achète du solaire, d'accord? Oublions la partie photovoltaïque, ne parlons que de la partie la plus chère, les fameuses trois centrales thermodynamiques de Ouarzazate, et qu'il paye pratiquement à 1,50 dirham le kilowattheure. Mais cela ne représente que environ 1200 gigawattheures par an. Mais Mazen aujourd'hui, la même Mazen dont nous parlons, aujourd'hui achète pour presque 5000 gigawattheures d'éolien qui ne lui coûtent que 35 centimes. Alors l'ensemble des deux, solaire plus éolien, elles le vendent à l'ONU à 85 centimes. Donc, je crains beaucoup moins pour la trésorerie de Mazen aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Mais la trésorerie des Marocains, des Marocaines et des Marocains, est-ce qu'elle aurait un impact? Parce qu'il y a cette fierté nationale de voir le pays se doter comme ça de projets avant-gardistes en tout cas, parce qu'on l'a été, mais concrètement, en quelques mots, Amin Benouna, est-ce qu'à l'horizon 2030-2031, selon vous, il y aura un coût de l'énergie pour l'ensemble des Marocaines et des Marocains qui sera moins cher ou pas? Jamais cette question, me semble-t-il, a été posée de manière aussi frontale, et il n'y a jamais eu de réponse concrète. Alors je la pose de manière frontale, dans l'attente d'une réponse. Une réponse concrète. Voilà. Je pense que le prix de l'électricité ne bougera pas d'ici 2030. Il ne montera pas. Même pas en 2031 ? Il ne devrait pas descendre. Par contre, il ne devrait pas descendre, c'est certain. À moins qu'il n'y ait une catastrophe à l'échelle internationale et que le dollar vienne se pointer, pardon, pas le dollar, mais le baril vienne se pointer à 150, oui, vienne se pointer à 150 dollars le baril, et qu'il reste à 100, je ne parle pas d'une pointe circonstancielle, je parle de stationner à 150 dollars, auquel cas le Maroc ne pourra pas maintenir les prix de l'électricité actuels. Donc ça veut dire, et donc ça veut dire qu'il y a un risque que les prix augmentent. Il n'est pas impossible que ça ne baisse pas, mais il y a un risque que ça monte. Il y a un risque que ça monte, en tout cas vous dites 2030 ou 2031, il y a peu de risques que la facture d'électricité de nos concitoyennes et concitoyens puisse baisser. Peu probable. Ben voilà, on finira là-dessus. Oui.